Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et du comité de l'administration et des finances CAF de la CEDEAO. Avec notre invité, nous allons découvrir comment ces deux institutions travaillent ensemble pour obtenir plus de résultats en matière de conformité. Docteur Jeffrey, bonjour. Bonjour, monsieur Mantur. Merci d'honorer notre plateau. Plaisir, grand plaisir pour moi. On va faire simple pour nos téléspectateurs. Qu'entend-on par GIABA, son rôle et ses missions? GIABA, c'est l'institution spécialisée de la CEDEAO, Oui. consacrée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et comme le nom, GIABA, c'est groupe intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Alors, et qu'en est-il bien sûr du CAF et quelles sont ses principales missions et comment se relie-t-il bien sûr avec le GIABA? L'objectif de CAF, c'est d'assurer le processus d'élaborer le budget de la CEDEAO par rapport aux institutions, l'agence de la CEDEAO. Quand le budget de chaque institution a élaboré son budget, c'est soumis au CAF pour assurer la qualité du budget avant l'approbation de la CEDEAO. Et on travaille avec CAF parce que notre budget chaque année est soumis à la CAF, au CAF, qui regarde ça, qui nous pose des questions, on échange ça pour voir les programmes, les activités qu'on a mis dans le budget avant l'approbation de ce budget. Et votre collaboration en soi, ça a commencé, ça fait combien d'années déjà? Depuis le début, depuis le commencement de GIABA, le CAF est là pour assurer chaque année le budget de chaque institution, y compris l'institution de la CEDEAO qui s'appelle GIABA. Aucun budget de GIABA est approuvé sans la considération de CAF. Je rappelle bien sûr que vous êtes à Lomé les 16 et 17 bien sûr pour passer bien sûr à la loupe pour ce thème qui retient notre attention ce jour. Justement, ces deux organes collaborent-ils concrètement pour accompagner les États membres dans l'amélioration de leur conformité? Exactement. C'est GIABA qui est consacré sur la question de la conformité. Le rôle de CAF, c'est pour comprendre le rôle de GIABA pour pouvoir aider le CAF à approuver si GIABA, par exemple, commence à demander l'augmentation du budget au-delà de la limite imposée par la CEDEAO. Il faut que CAF comprenne que GIABA est spécialisé. GIABA, ce n'est pas une autre institution, mais c'est une institution spécialisée sur une question qui est très, très important et pertinent pour la stabilité financière pour les États membres de la CEDEAO. Il faut que le CAF comprenne l'importance extraordinaire du GIABA et pour pouvoir aider les membres du CAF à approuver la demande d'augmentation du budget du GIABA. Vous l'avez dit il y a quelques instants que GIABA et CAF collaborent depuis des années déjà. Alors on va s'intéresser au point conformité et résultats. Où en est bien sûr les États membres de la CEDEAO en matière de conformité aux standards du GAFI? On en parle très souvent, mais c'est pas bien cerné par la population en soi. Exactement, c'est important de sensibiliser la population concernant les résultats que les États membres ont déjà réussi à réaliser en Afrique de l'Ouest. On vient de finir la deuxième cycle de l'évaluation des États membres de la CEDEAO concernant la conformité aux standards de GAFI, standards internationaux. Pendant le premier cycle de l'évaluation, l'évaluation était consacrée sur la conformité technique seulement. Oui. Et pendant ce temps-là, c'était la première fois, donc la performance n'était pas au top. Pendant la deuxième cycle de l'évaluation, la conformité est devenue
conformité technique et conformité effective. Effective, ça veut dire, technique, ça veut dire comment les instruments, les cadres légaux, Oui. Les politiques sont mis en place. Est-ce qu'ils sont mis en place, est-ce qu'ils existent ou pas? C'est ça seulement, c'est technique. Mais pour l'efficacité, il faut savoir non seulement que les politiques ou bien les lois sont mises en place, mais est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que ça a donné les résultats, combien de criminels sont déjà arrêtés, inculpés, combien d'enquêtes on a menées, la procuration, combien de convictions qu'on a eu au tribunal, combien de biens qu'on a confisqués. Et ça, c'est des questions sur l'efficacité. Donc, pendant le deuxième cycle qui vient de finir en décembre 2024, décembre passé, les États membres ont beaucoup amélioré leur performance concernant la conformité technique. Mais la conformité efficacité, on est toujours, on n'a pas bien réussi. La performance des États membres concernant l'efficacité est très très bas, franchement parlant. À quoi cela est dû? En détail, il y a selon le standard et les méthodologies de l'évaluation. Les méthodologies de l'évaluation. Il y a 11 résultats immédiats. Oui. Pendant les 11 résultats immédiats, on a une notation qui est excellente. Il y a une notation qui est le plus bas. Okay. Il y a 4 notations, grades de notation. Les États membres, plupart des États membres, dans les 11 résultats immédiats, ils ont presque eu le plus bas notation. Ça veut dire que leur performance, c'est trop bas. Et on attend ça parce que c'est la première fois qu'on a essayé l'évaluation concernant l'efficacité. La CEDEAO est constituée par les pays qu'on appelle au niveau international les pays qu'on dit les pays faibles à cause de la fragilité des États membres. Les pays à revenus faibles. Oui. Donc, on comprend qu'il faut appuyer les États membres à petit pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau aux performances un peu plus élevées. Vous avez eu à toucher un peu les faiblesses et les forces, bien sûr, que vous rencontrez sur le terrain au vu de vos actions. C'est là. Est-ce que le JABA travaille vraiment du fond en comble avec le CAF pour remédier à ces ratés constatés ça et là? C'est la raison principale pour laquelle on est là à Lomé aujourd'hui. Parce qu'on a planifié beaucoup d'activités pour nous permettre à aider les États membres à renforcer leur capacité de travail, à améliorer leur performance. Mais la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, des fois ne comprend pas exactement. Donc on a convaincu, on est en train de convaincre le CAF pour pouvoir. On a besoin, parce que pour pouvoir améliorer la capacité des États membres, on a besoin des ressources financières. On a besoin d'augmentation des ressources, le budget de JABA. C'est possible de doubler ça pour pouvoir faire le travail qui va accompagner les États membres. Donc, hier et aujourd'hui, le CAF est en train de comprendre maintenant l'exigence d'améliorer ce budget pour pouvoir aider les États membres pour mener les activités qui vont arriver à un résultat très, très, très élevé. Oui. Parfait. Dans vos explications, vous avez eu bien sûr à parler de vos actions que vous menez sur le terrain avec tous les États membres de l'espace CEDEAO. Les recommandations, vous en faites au jour le jour. Mais quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Pour moi, les plus grands obstacles, c'est numéro 1, il y a la faiblesse concernant la compréhension des risques fait face des États membres, les risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Deux fois, lorsqu'on a demandé les pays de faire une analyse de risque,
ils ne comprennent pas exactement quel risque ils ont fait face. Donc, si tu ne comprends pas le risque, c'est comme la diagnostic qu'on fait à l'hôpital. Si tu pars à l'hôpital et le médecin ou bien le labo n'a pas bien fait l'analyse, peut-être tu as un problème de typhoïde, mais il te dit que c'est le palio. Si tu traites le palio, le typhoïde va toujours rester. Oui. Donc, l'analyse qu'on fait concernant les risques n'est pas alignée avec la réalité des risques fait face des États membres de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on est en train de renforcer la capacité des États membres de faire des analyses correctement pour savoir exactement comment grave les risques de blanchiment d'argent et le financement de l'organisation existent dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un obstacle. Deuxième obstacle, c'est la compréhension qu'on a trouvée parmi les experts, les parties prenantes, y compris les enquêteurs, les procureurs, même les juges. Des fois, les juges ne comprennent pas exactement le sujet de blanchiment d'argent. Et vous voyez certains cas qui est sérieux, tu as amené ça jusqu'au tribunal, mais le juge ne comprend pas exactement la gravité de ces cas, et des fois l'enquête n'avance pas. Et ça reste toujours bien jusqu'à s'expirer, on jette ça. Que faut-il faire concrètement quand on sait que ceux qui sont au devant de la scène, qui peuvent vous faire valoir les textes, les lois, ils ne comprennent pas réellement? Est-ce qu'il faut-il les former ou carrément, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme réponse à cette situation? On a demandé au CAF de nous donner la capacité financière pour pouvoir doubler notre formation. On est en train depuis des années, on fait la formation des juges, procureurs, les enquêteurs. En ce moment-là, c'est pas suffisant parce qu'il y a plein de juges, plein des enquêteurs dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Quand on fait une formation régionale, par exemple, on invite tout le monde à Dakar. Peut-être chaque pays va envoyer deux personnes, ça ne suffit pas. Il faut doubler les programmes d'intervention nationale. Si par exemple on vient à Lomé ici, on peut rester une semaine, mais tout le monde, si presque tout le monde, dans tous les tribunaux, tous les enquêteurs, toutes les institutions concernées, les parties prenantes, pour pouvoir élargir la population de formation. Et ça exige beaucoup d'argent qui dépasse nos budgets actuels. C'est la raison pour laquelle on demande l'appui la compréhension de l'appui du CAF pour sérieusement augmenter le budget de Djaba. Vous avez eu bien sûr à expliquer de fond en comble certains points clés concernant bien sûr cette lutte que vous menez sur le terrain en conformité bien sûr en commun accord bien sûr avec le comité de l'administration et des finances et d'autres institutions de l'espace CEDEAO. Mais cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques exemples de bonnes pratiques quand on sait qu'il y a d'autres qui résistent toujours, qui n'arrivent pas à bien cerner le fond de cette lutte que vous menez? Est-ce qu'il n'y a pas à côté de ces gens-là ceux qui pratiquent de bonnes choses? Vous avez de bons résultats concrets que vous avez déjà obtenus sur le terrain? On peut avoir quelques exemples? Oui, il y a certains pays. Tous les membres de la CEDEAO ne sont pas pareils. Oui. Il y a les pays. Le Ghana a essayé d'améliorer leur performance, son travail dur. Il y a Ghana qui a créé un tribunal spécialisé sur les criminalités financières. Vous voyez que si vous ne créez pas ce genre de tribunal, et si vous traitez même les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au tribunal ordinaire, tribunal actuel, tribunal normal, comme je vous l'ai dit, la plupart des juges ne comprennent pas les questions en détail, les questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Mais si vous créez un tribunal dédié à ça, les juges sont spécialisés à ça, sont doués en formation en ça, ils comprennent ça,
Et donc, il y a les cas, quand les procureurs amènent ces cas au tribunal, ça va avancer plus rapidement parce que les juges comprennent ça. Ils vont savoir comment traiter ça. Et aussi, le Sierra Leone aussi a consacré certains juges, pas un tribunal, mais certains juges consacrés s'intéressent à la question. À la question. Oui. Donc, ça, c'est de bonnes pratiques. Il faut que les autres États membres commencent à suivre cet exemple pour établir le tribunal spécial ou bien les juges consacrés à cette question. C'est une bonne pratique qu'on a trouvée au Ghana et à Sierra Leone. Ok. Quand on prend par exemple, il y a une cour dédiée du genre au Bénin aussi, on en parle, ou bien ça c'est pas dans le domaine. La CRIET qui traque tout ce qui est financement et autres. À part ces deux pays, Sierra Leone, le Ghana, les autres ne sont pas encore allés à ce niveau-là. Ah oui, l'institution de Bénin qui a été créée, c'est un peu plus généraux que c'est pas spécifique, mais ciblé sur les questions de blanchiment et de financement du terrorisme. Mais c'est une bonne avancement déjà par rapport aux autres membres, les autres États membres de la CEDEAO. Donc on peut dire que c'est un bon exemple aussi. Et qu'en est-il par exemple du Togo qui fait partie de cet espace CEDEAO? On sait que les autorités sont vent debout, ils mènent la lutte tous les jours que le bon Dieu fait. On a vu plusieurs structures qui ont été mises en place pour aller vraiment dans le sens qu'il faut pour mettre un point à cette pratique qui met à mal le vivre ensemble dans tout son ensemble de l'économie. Je pense que Togo a beaucoup travaillé aussi. L'année dernière, on est là j'étais là avec mon DG. Oui. On est parti voir le Premier ministre, la dame, j'ai oublié son nom. Victoire Sidé Mekotomega Dogwe. Oui. Et c'est ça qui est important parce qu'il faut qu'on fasse des visites de plaidoyer aux autorités de la CEDEAO, aux autorités des États membres de la CEDEAO. Lorsqu'on est parti voir la dame, c'était la première fois que la Première ministre, ou bien on appelle à la primature. C'était la première fois que la primature de Togo était sensibilisée au fond. Elle a dit que si elle avait connu tout ça, si elle savait tout ça, si elle était déjà censée avant ça, on allait au Togo, aller loin, elle a donné beaucoup de promesses. Depuis là, elle a commencé, elle a même invoqué le ministre de Finances, le ministère de Finances. Le ministre de Finances était là, il a donné des promesses pour augmenter le budget de ceinture. La ceinture, c'est le centre qui s'occupe de cette... Cellule nationale de traitement des informations financières. C'est un bon avancement. Donc, Togo a répondu positivement par rapport à la visite qu'on a fait ici. Donc, Djaba a décidé de commencer à travers de la réponse de la dame Premier ministre. Djaba a décidé de renforcer cette visite de plaidoyer aux autorités des États membres de la CEDEAO. Parfait. Avant de s'intéresser aux défis et perspectives, nous allons suivre l'interview, bien sûr, du directeur Afrique, bien sûr, de Djaba, qui a été interviewé hier, juste après l'ouverture de la séance. L'objet de cette rencontre, c'est de faire une sensibilisation et une conscientisation aux membres d'un organe important de la CEDEAO, qui est le CAF, c'est-à-dire le... Dans chaque pays est composé de 2 représentants, un du ministère des Finances et un autre du ministère des Affaires étrangères. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension des missions et des actions du Djaba et solliciter d'eux l'appui financier attendu pour mener les opérations du Djaba, vu que c'est eux qui adoptent le budget des institutions de la CEDEAO. Vous venez là de suivre le directeur général du Djaba, M. Edwin Harris Jr., qui revenait ici sur l'objet, bien sûr, de cette rencontre à Lomé, les 16 et 17, bien sûr, de ce mois de septembre. Mais monsieur, vous, Jeffrey, on va comprendre une chose. Il y a plein de défis qui restent à relever dans les jours qui viennent, et c'est pour ça que vous êtes à Lomé, vous formez des gens, vous informez, et
que les populations soient aux nouvelles, bien sûr, de cette lutte qui est menée au jour le jour. Alors, dans un contexte de menaces transnationales comme le terrorisme et la criminalité financière, quelles sont donc les nouvelles stratégies que le GIABA a mises en place? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Bon, vous pouvez aller, oui, allez-y. Ok, merci. GIABA est une institution très, très dynamique qui répond au changement et l'évolution de la criminalité. Aujourd'hui, on a vu que le nouveau évolution du risque de blanchiment d'argent et de financement terroriste, c'est dans le secteur de technologie. Vous comprenez le concept de l'argent crypto. Oui, crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Oui. Maintenant, c'est un secteur on ne comprend pas. C'est un secteur un peu louche. C'est la monnaie qui est louche, qui est souterrain. C'est rentré dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est Nigeria, le pays qui s'appelle Nigeria, c'est le numéro 2 dans le monde entier qui utilise, où crypto-monnaie est utilisée. Numéro 2 après Inde, c'est le Nigeria, dans le monde entier. Donc le risque est très élevé. Très élevé. Surtout un grand de la sous-région ouest africaine. De la sous-région. Il y a lieu de se poser des questions. Il y a des opérateurs au Ghana qui commencent à utiliser déjà la monnaie crypto. Et bientôt, ça va venir au Togo, ça va circuler. Ça commence timidement. Ça déjà. Oui. Donc, GIABA n'attend personne. GIABA a pris les mesures. On a commencé à former les gens. Les superviseurs financiers, comme les banques centrales, ne comprennent pas ce phénomène. C'est toujours un défi. Donc, on a commencé à former les superviseurs, les régulateurs, pour commencer à comprendre déjà les défis liés à l'utilisation de crypto-monnaie. D'abord, si tu ne comprends pas le challenge, comment superviser les opérateurs privés. On a commencé déjà à former au cas que ça devienne un monstre dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la formation sur le terrain, ça c'est le cas concernant la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, il n'y a pas d'autres points sur lesquels vous allez souvent ou il n'y a que crypto-monnaie? Non, ça c'est le plus nouveau challenge parce que le risque de blanchiment et de financement terroriste, c'est comme le risque de maladie. Vous voyez, c'est comme un virus. Le virus, au temps passé, on a parlé de Ebola, Sierra Leone, Guinée, Libéria, tout ça. Après, on a essayé de contrôler Ebola dans l'espace de la CEDEAO. Après ça, c'est coronavirus. Le virus ne meurt jamais. Et on sait pas, on a réussi à contrôler le virus du corona en Afrique de l'Ouest. Et on ne sait pas d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quel virus va revenir. Mais pour le moment, c'est le corona. Donc, concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, aujourd'hui, le virus, c'est le crypto. Il y a des autres maladies. Il y a le risque de cybercriminalité qui circule maintenant en Afrique de l'Ouest. On est en train de contrôler ça. Le risque de la corruption et la fraude, ça existe toujours et ça n'est pas encore diminué. Il y a le trafic de drogue. Tout ça finit l'argent pour le blanchiment, pour le processus de blanchiment. Donc, ce sont des risques qui sont très élevés dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et GIABA, on a essayé d'assembler les officiers de la conformité dans les institutions financières, dans les banques, par exemple, pour parler ensemble, discuter ensemble. Quels sont les défis? Comment régler ça? Comment adresser ça? Comment attaquer ça? Donc, on a fait un partenariat entre les secteurs privés et le secteur public, les superviseurs et les opérateurs. Ensemble, il faut discuter, parce que ce sont les opérateurs qui connaissent le plus l'évolution des menaces et des risques. Du phénomène en soi. Oui. Donc, mais les superviseurs, ils sont un peu derrière par rapport à la connaissance et la compréhension. Mais si les deux travaillent ensemble, au lieu de travailler au temps passé, jusqu'à maintenant, ils ne travaillent pas ensemble. Aujourd'hui, GIABA a facilité l'ensemble du travail entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir discuter,
pouvoir partager l'expérience du secteur privé avec le secteur public, pour aider le secteur privé à développer les mesures, les politiques pour pouvoir contrôler ces phénomènes. Parfait. Vous avez certes des attentes vis-à-vis des États membres pour accélérer les réformes et atteindre une conformité plus effective. Quelles sont ces attentes-là? Bien sûr, pour nous, le défi était que les chefs de l'État, les décideurs dans des États membres, ils sont les politiciens. Et leur compréhension de cette phénomène, la conformité, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement n'est pas très au top, n'est pas très élevé. Parce que ce n'étaient pas les gens techniques, c'était les gens politiques qui ont pris le pouvoir. Donc il faut les sensibiliser. Donc à Djaba, depuis la venue de cette directeur général Harris, on a commencé à mener les visites, comme je l'avais dit, de plaidoyer de haut niveau, pour voir si possible voir les présidents, si possible voir les premiers ministres, si possible voir les ministres concernés, ministre de la Justice, ministre des Finances, ministre de la Sécurité, pour les faire savoir la gravité de menaces de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et pour pouvoir aider les institutions concernées, les institutions publiques étatiques concernées sur la lutte pour les appuyer, pour les financer, pour les dédier l'argent, le budget suffisamment pour faire la lutte contre le. Donc ce qu'on attend, c'est qu'au fur et à mesure, la compréhension, la connaissance des états des dirigeants va grandir. Et quand ça a grandi, la volonté politique va agrandir aussi. C'est ça qu'on nous attend. Parfait. Alors, comment pensez-vous renforcer la transparence financière et bien sûr l'engagement politique afin de donner plus de poids aux recommandations de Djaba? La transparence financière, c'est un défi, pas en Afrique de l'Ouest seulement, mais le monde entier. Vous voyez que quand les Africains volent de l'argent public, ils envoient ça aux États occidentaux, dans les banques, les institutions financières à l'étranger. Et cette banque à l'étranger, cette institution financière à l'étranger cache tout ça. C'est louche, c'est pas visible, c'est pas transparent. Et c'est difficile de traquer le flux, cette flux. Le transfert international transfrontalier d'ici de l'Afrique jusqu'en Europe par exemple, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est difficile de même si tout arrivé. Si le gouvernement change et le nouveau gouvernement commence à tracer ça, ils sont toujours bloqués parce que le flux financier n'est toujours pas transparent. Donc au niveau global, international, on a commencé à demander. C'est une question maintenant qui nous concerne non seulement l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais ça concerne tous les pays du monde entier, des pays qui envoient de l'argent, les pays qui reçoivent de l'argent, soyez transparents. On a commencé à demander l'amélioration de la transparence de transactions financières, notamment le transfert, des virements transfrontaliers, aussi les créations des structures de faire le business company, comme on dit en anglais, company registration. Comment, si tu veux établir, si je suis étranger, par exemple, je suis de la Russie, je voulais établir une commerce structure au Togo. Oui. Si je suis criminel, si j'ai l'intention de faire la criminalité, par exemple, faire la fraude avec le gouvernement, je peux envoyer quelqu'un d'établir une structure qui nommé tel, mais je ne vais pas finir mon nom personnel. Quand on va inscrire cette compagnie, cette structure, ça sera le nom de quelqu'un d'autre, ou bien un nom qui n'existe pas. Et cette compagnie, ça ne travaille pas, il n'y a rien dedans, c'est vide. C'est vide, on appelle shell company en anglais. Shell company, ça veut dire que c'est vide. Donc, quand je vais faire le marché avec le gouvernement, je vais présenter cette structure avec ma connexion, avec
les fonctionnaires du gouvernement, je veux gagner le marché. Quand je gagne le marché, je vais prendre beaucoup d'argent et l'argent, ça revient à moi. Mais quand on va mener l'enquête, si l'argent, s'il y a le fraude, cas de fraude, on va mener l'enquête, on ne va jamais trouver mon nom dedans. Dans le circuit. Dans le circuit. Donc on a commencé à demander, pendant le processus d'établir les compagnies en Afrique de l'Ouest, il faut que les structures de gouvernement concernées demandent de savoir qui exactement le bénéficiaire effectif, pas bénéficiaire nominal, parce que le bénéficiaire qu'on a mis dans le papier, ce n'est pas le bénéficiaire effectif. Il y a le bénéficiaire effectif qui est caché, il y a le bénéficiaire qui est sur le papier, qui n'est pas effectif, qui n'est pas, il se soumet à moi, je le contrôle sur lui, mais mon nom ne figure pas là. Donc quand on va tracer ça, c'est ce nom qu'on trouve. On demande maintenant que les structures étatiques qui est chargées sur la formation des compagnies doit demander qui est le bénéficiaire effectif, comment est les enquêteurs, comment savoir, c'est un défi, comment tracer la personne qui est le bénéficiaire effectif pendant le processus de créer une entreprise en Afrique de l'Ouest. C'est un problème qui existe dans le monde entier, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest seulement. Et c'est une préoccupation de tous les États membres et les institutions qui sont concernées sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique dans le monde entier. Alors, la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération aujourd'hui entre le continent noir africain et les autres pays du monde, comment se fait la collaboration avec vous? La collaboration est forte parce qu'on a une institution globale qui s'appelle GAFI, oui. Groupe d'action financière internationale qui est basé à Paris, en France. La France c'est composé par les États membres du monde entier comme Nations Unies, et ce sont les plus puissants pays. Dans cette GAFI, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a donc les pays plus puissants du monde entier sont dedans, et c'est eux-mêmes qui renforcent cette collaboration et la collaboration. Chaque année, on se regroupe à Paris 3 fois, mois de février, mois de juin, mois d'octobre. Donc chaque 4 mois, on se réunit à Paris pour regarder encore les standards internationaux, renforcer, améliorer, évoluer les standards. Si les risques s'évoluent, il faut que le standard soit modifié pour pouvoir répondre effectivement contre l'évolution des menaces. Vous formez bien sûr les membres du comité de l'administration et des finances CAF de la CEDEAO à Lomé, et ça se termine bien sûr ce 17. Quelle est cette attente ou ce message que vous avez à l'endroit de ceux qui participent à cette rencontre-là? Qu'à la fin, demain, leur compréhension des défis de blanchiment d'argent et de financement de l'argent soit beaucoup améliorée, élevée. Et si cette compréhension est beaucoup élevée, ils vont savoir que Djaba n'est pas juste une institution de la CEDEAO, mais c'est une institution très spécialisée. Et le cas de Djaba est différent, est unique, et il faut appuyer le Djaba pour pouvoir faire le travail qui va garantir et sécuriser notre stabilité en Afrique de l'Ouest. Parfait. On est pratiquement à la fin de notre entretien, de cette émission, de ce jour. Quel est ce message que vous avez à l'endroit des uns et des autres, des téléspectateurs qui nous ont suivis? Merci Mathieu. C'est un grand plaisir d'être là parce que plupart de la population de l'Afrique de l'Ouest ne comprend pas le sujet du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ni le travail, la mission du Djaba. C'est une grande opportunité de venir ici pour pouvoir faire une grande partie de la population du Togo savoir la gravité, comprendre la gravité des menaces de blanchiment d'argent, parce que tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué. C'est pas les institutions étatiques seulement qui sont concernées. Mes voisins, si tu vois quelqu'un qui est en train de faire des choses qui est flou par rapport au financement du terrorisme,
au financement du terrorisme, ça va t'impliquer. Si tu vois ton voisin en train d'envoyer l'argent pour financer le terrorisme, tu ne peux pas dire que ça ne me concerne pas, parce que ça va revenir à toi. Si le pays n'est pas sécurisé, c'est toi-même individuel qui n'est pas sécurisé. Il faut alerter. Il faut alerter. Donc, toutes les populations doivent être sensibilisées concernant les menaces du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et c'est une grande opportunité de sensibiliser la population à travers de cette rencontre avec vous, M. Mathieu. Merci beaucoup. Merci. À vous, Dr Jeffrey et Simon. Vous êtes bien sûr le directeur par intérim de l'évaluation et de la conformité du GIABA. Pour ces précisions et ces analyses, nous retenons par la même occasion que la synergie entre le GIABA et le CAF est un levier essentiel pour renforcer la conformité des États membres face aux normes internationales. Il y a des défis, certes, mais avec la coopération régionale, une volonté politique affirmée et un suivi rigoureux, la CEDEAO peut espérer atteindre de meilleurs résultats. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.